2027. La prochaine présidentielle française sera-t-elle aussi une bataille contre les ingérences russes? À 8 mois du premier tour, plusieurs candidats présumés ou déclarés à l'élection présidentielle de 2027 ont déjà été victimes d'opérations de désinformation attribuées à des réseaux pro-russes sur les réseaux sociaux. La Russie cherche-t-elle à influencer le vote des Français, à favoriser certains candidats ou tout simplement à semer le doute et la défiance? Pour en parler, Christine Ducoing-Clément, bonsoir. Vous êtes chercheur à la chaire Risque de l'IAE Paris-Sorbonne. Merci d'être avec nous. Damien Leloup, journaliste au quotidien Le Monde. Et en vision, Maxime Audinet, enseignant, chercheur et titulaire de la chaire Stratégie d'influence et de contre-influence en contexte numérique à l'INALCO. Alors d'abord, Christine Ducoing-Clément, en quelques jours, Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann et Gabriel Attal ont été visés. Est-ce qu'il y a une logique derrière le choix de ces personnalités politiques ? La logique qu'on pourrait en tout cas prêter à ces actions-là, c'est d'aller toucher les candidats qui vont être sur le spectre le plus modéré et qui vont être donc plus sensibles à des actions d'influence, notamment parce que si vous allez sur des franges qui sont un petit peu plus radicales, dont les idées pourraient être plus proches de celles de la Russie, vous n'avez pas forcément intérêt à les attaquer de manière immédiate, tout du moins. Encore une fois, là aussi, il faut rester un petit peu modéré entre l'amplitude de l'action qui est déployée et son effet réel quand on sera au jour du vote. Je vous vois acquiescer. Oui, parce que là, c'est vrai que c'est très symbolique, cette série d'opérations de désinformation. En l'état, ces opérations, elles étaient d'extrêmement faible ampleur, elles ont touché quasiment personne. Certaines, notamment celle qui a visé Gabriel Attal, étaient même un peu ridicules. C'était des messages en anglais, totalement invraisemblables. Ce ne sont pas des choses qui sont de nature à faire changer d'avis un électeur ou une électrice. Voilà. Après, c'est effectivement symbolique et on voit bien que la Russie continue de surveiller de près le monde politique français. Maxime Audinet, est-ce que la Russie cherche surtout à affaiblir ceux qui soutiennent l'Ukraine ? Oui, bien entendu, c'est ce qu'on vient de dire. Et en fait, ça fonctionne de manière duale. C'est-à-dire qu'évidemment, de l'autre côté, il s'agit aussi de soutenir éventuellement les candidats populistes, eurosceptiques, souvent d'ailleurs issus de l'extrême droite, qui, eux, pour le coup, ont traditionnellement des positionnements politiques plutôt favorables à la Russie et qui ont été, en particulier avant 2022 et notamment à partir de 2014, plutôt hostiles aux positions de l'Ukraine en véhiculant par exemple des représentations impériales de ce qu'est ce qu'on appelait l'espace post-soviétique, qui correspondait en fait à des représentations que la Russie souhaite mettre en avant. Maintenant, il y a évidemment d'autres objectifs. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à cet objectif, disons, un petit peu évident et immédiat. On a évidemment derrière aussi un autre objectif qui est d'une certaine manière, susciter un doute généralisé sur les processus électoraux, sur les scrutins, sur des institutions comme le vote dans des démocraties libérales et afin de les délégitimer à long terme, ce qui pose à mon avis la question des effets collatéraux de ces ingérences. Et parmi ces effets collatéraux, c'est notamment notre réaction, nous en tant que médias, en tant que chercheurs, à ce phénomène-là. Ce qu'on a pu observer dans cette dernière séquence récemment, c'est très clairement une surréaction à mon avis, et je pense qu'il faudra éviter de le faire pendant toute la campagne, sinon à terme on risque effectivement de délégitimer ce processus électoral. Alors pour comprendre comment les Russes opèrent, Mylène Girardot est avec nous. Bonsoir. Vous êtes notre journaliste spécialiste de la désinformation. On va voir avec vous des exemples très concrets. Oui, les désinformateurs russes emploient plusieurs techniques différentes. On parle de mode opératoire informationnel, un ensemble de comportements, d'outils et de tactiques qui sont, semble-t-il, liés au même groupe malveillant. Deux de ces modes opératoires sont largement documentés, Storm 1516 et Matryoshka. Ils ont encore été utilisés très récemment pour nuire à des candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2027. Alors on va commencer avec Storm 1516. Qui est derrière ? Alors Storm 1516 est piloté par le GRU, les services secrets de l'armée russe. Ces attaques sont particulièrement visibles depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. L'objectif premier semble être la décrédibilisation du gouvernement ukrainien et des personnalités politiques qui soutiennent l'Ukraine. Dernier exemple en date, Raphaël Glucksmann, vous en avez parlé, député européen,
probable candidat de centre-gauche à l'élection et compagnon de Léa Salamé, la journaliste qui présente le journal de 20h de France 2. Eh bien, le 30 juillet, une fausse vidéo qui reprend le logo et la charte graphique du média d'investigation Blast est publiée sur les réseaux sociaux par les internautes de 14 pays différents, essentiellement des faux comptes pro-russes, pro-Trump ou pro-AES, l'Alliance des États du Sahel. Cette vidéo affirme que Léa Salamé aurait contacté plusieurs médias pour leur offrir 50 000 € en échange d'articles favorables à son compagnon. Les publications renvoient vers un faux article sur un site internet miroir, une copie quasi conforme de celui de Blast, les mêmes articles plus un donc, mais une adresse légèrement différente, juste un petit tiret en moins. Pour résumer, des deepfakes créés grâce à l'IA, des médias usurpés, des posts relayés sur les réseaux sociaux par des trolls, des bots ou des influenceurs rémunérés, c'est la recette de Storm 1516. Et qu'en est-il de Matryoshka, le deuxième grand mode opératoire dont vous parliez? Alors, avec Matryoshka, on est toujours dans cette logique de diffuser de faux contenus sous l'apparence de médias connus, mais avec une approche légèrement différente. Autre exemple récent que vous avez cité également, celui de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, candidat lui aussi à l'élection présidentielle et victime d'une campagne coordonnée. Ça démarre avec 8 vidéos en français et en anglais et des fausses unes de journaux conçues pour ressembler à des médias connus. Elle mélange une vraie information avec une fausse. Pêle-mêle, il est accusé de corruption, de toxicomanie, de cacher une maladie et toujours la même conclusion. Ce scandale va affaiblir Gabriel Attal. La plupart de ces vidéos sont d'abord publiées sur des comptes Telegram, puis très vite partagées par d'autres dans les sections commentaires des réseaux sociaux, de médias, de personnalités, d'ONG pour leur demander de vérifier l'information. L'objectif, c'est saturer les équipes de fact-checking et donner de la visibilité à ces fake news avec l'idée qu'il en restera toujours quelque chose. Enfin, je vous ai parlé de Gabriel Attal et de Raphaël Glucksmann, mais quasiment tous les partis sont visés. On assiste clairement à une répétition à quelques mois des élections présidentielles et législatives en France. Merci beaucoup, Mylène, pour cette démonstration très précise. Damien Leloup, Viginum, le service de l'État chargé de détecter les manipulations étrangères sur Internet, estime que certaines de ces opérations sont tellement grossières, on vient de le voir, qu'elles ont très peu d'impact sur l'opinion. Vous en parliez tout à l'heure. C'est très précisément le cas. Je pense qu'effectivement, Viginum, qui fait un très bon travail de veille et de documentation, jauge en général assez bien l'impact de ces opérations. En fait, on est dans un cas de figure qui est pour moi une forme un peu de choc des cultures, parce qu'on a d'un côté Viginum, donc qui dépend du SGDSN, qui est la haute administration, des gens qui ont vraiment une idée de l'État et qui considèrent que c'est leur devoir de dénoncer et de signaler aux candidats la plus petite ingérence détectée, même s'ils savent très bien qu'elle n'a aucun impact et aucune visibilité. Et de l'autre côté, on a des états-majors politiques en campagne qui, parfois, peuvent voir aussi dans ces campagnes une opportunité de communiquer, de se positionner, de dire voilà, je dérange la Russie, je suis victime d'une cabale. Je suis quelqu'un d'important et un candidat qui compte. Donc il y a une forme de dichotomie aussi entre les services chargés de lutter contre ces désinformations et les victimes de ces désinformations. Est-ce que c'est un plan de communication pour eux ? Non, parce qu'on ne peut pas le décréter, en fait, on ne peut pas décider, mais ça peut le devenir. Et c'est de manière un peu opportuniste parfois, je pense, un outil de communication et de campagne, mais qui, à mon sens, est une assez mauvaise idée, puisque ça ne fait que renforcer ces campagnes. Parce que voilà, si vous leur donnez plus d'écho, demain, vous en aurez 5 autres, parce que ça coûte quasiment rien à produire. C'est fait par des organismes plus ou moins publics, plus ou moins privés en Russie, avec des stagiaires mal payés et des ça outils coûte pas grand-chose. Ça coûte absolument rien. C'est quasi gratuit à produire. Donc si ça fonctionne, vous pouvez le produire de manière industrielle, ce que font d'ailleurs ces groupes. Christine Dugouin-Clément, si ces opérations sont grossières et ont peu d'impact, est-ce qu'on peut vraiment parler de menaces majeures ? En fait, c'est la massification qui joue vraiment, parce que là, effectivement, on a des choses qui sont très très grossières. On en avait eu aussi, par exemple, pendant les Jeux Olympiques de Paris, avec certaines choses qui relevaient à peu près de la même qualité ou de la même absence de qualité, comme vous le voudrez. Mais parallèlement, on avait eu certains produits qui étaient beaucoup mieux faits, qui étaient beaucoup plus léchés. Donc ça, c'est un point. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu une expansion dans non seulement la faisabilité, on l'a évoqué, technique avec de l'IA, on va pouvoir produire de l'image, de la vidéo, du son, mais aussi sur
sur le continuum des acteurs. Donc bien sûr, il y a ces officines privées ou paraprivées, parapubliques russes, comme on va pouvoir l'avoir. On va avoir aussi des micro-influenceurs, alors rémunérés ou idéologisés ou un peu des deux en fonction, qui permettent d'avoir un prépositionnement extrêmement fort et puis utiliser l'IA aussi pour avoir des réseaux de bots qui vont être plus réalistes, qui vont être plus massifiés. Donc en fait, ce que vous pouvez avoir, c'est quelqu'un qui va se retrouver non pas face à un contenu de désinformation qui lui arrive par un seul canal ou par deux canaux, mais par une pluralité de canaux avec une pluralité de formes. Et c'est là où finalement, vous pouvez avoir cet effet d'hyper-exposition. En tout cas, c'est un des paris qui est probablement fait, qui peut arriver à une forme de pénétration. Là encore, on n'en est pas forcément là. Et il est bien évident que si vous avez déjà un terreau un petit peu fertile, si on joue sur quelque chose qui vous est cher ou un point qui est sensible au niveau de la cible, ça sera beaucoup plus réactif. Par contre, aller créer de la division, aller créer du trouble social, aller créer une perte de confiance globale dans tout ce qui va être non seulement les institutions, mais voire son pays, voire ses contreparties, là, on joue sur quelque chose qui va au-delà de la seule élection, mais qui pourra avoir un effet beaucoup plus important si notamment on doit prendre une position forte par rapport à un dossier comme le dossier ukrainien, par exemple. C'est ce qui était évoqué par Maxime Audinet préalablement. Et puis, ça se renforce aussi, puisque si on a de plus en plus de doutes sur le vainqueur, quel qu'il soit, des élections à venir, eh bien, on risque d'avoir encore plus de troubles, encore plus de difficultés à avoir un consensus social qui permette non seulement la prise de décision, mais la mise en action de cette prise de décision. Donc, on a vraiment ce volet-là, avec une montée à l'échelle permise par les technologies, une pluralité d'un continuum d'acteurs et une capacité à rebondir sur tout sujet, qu'il soit militaire, politique, de défense sociale, peu importe, et qui peut tout simplement essayer de mettre de l'huile sur le feu, très clairement. Vous parliez de technologie, justement, Maxime Audinet, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus difficile pour un électeur de distinguer le vrai du faux. À quoi faut-il s'attendre pendant cette élection? Est-ce que le phénomène va s'amplifier ? Certainement. Vous voyez, on est seulement au mois d'août. D'ailleurs, il a déjà commencé avant, d'une certaine manière. Vous parliez d'une forme de répétition. On a bien vu que pendant les élections municipales, vous vous souvenez, en France, il y a eu des ingérences russes qui ont ciblé plutôt des candidats centristes. Il y a eu des ingérences israéliennes qui ont ciblé des candidats de la France insoumise. On a vu aussi, d'ailleurs, ce phénomène de récupération politique déjà à l'œuvre, y compris pour faire des recours en annulation de scrutin. Je pense que tout ça, on doit aujourd'hui s'en servir effectivement pour saisir et anticiper ce qui va se passer. Vous parlez de l'intelligence artificielle, on sait déjà que depuis l'apparition évidemment des intelligences artificielles génératives, les acteurs russes dont on a parlé, et vous l'avez vu à travers la création de fausses unes, de deepfakes, utilisent déjà massivement l'IA. C'est vrai que dans les 3 cas qui ont été exposés, je pense notamment par exemple à la voix d'Edoui Plenel, c'était assez mal fait, mais on a des contenus qui peuvent être beaucoup plus sophistiqués. Et là encore, je crois, pour revenir à au début de notre discussion, je pense qu'il faut être capable aussi, là encore en tant que journaliste ou que chercheur ou qu'expert qui travaillons sur ces sujets, de hiérarchiser en fait ces menaces. Et c'est d'ailleurs ce que suggère très clairement Viginum dans ses rapports et ses communiqués, c'est-à-dire qu'il y a des ingérences qui sont de très mauvaise facture et qui n'ont aucune incidence. Ça serait sans doute une bonne chose de ne pas en parler. Et puis, il y a des ingérences qui fonctionnent. Vous vous souvenez de l'histoire des étoiles de David et des mains rouges par des services de renseignement pour justement, je dirais, amplifier des fractures confessionnelles. Évidemment, il y a le sujet de Ksenia Fiodorova qui vient d'être expulsée, mais qui pendant des mois a pu dérouler un récit de propagande russe sur les antennes du groupe Bolloré. Bon, là, on est vraiment face à des sujets sérieux. Et là, évidemment, il faut les décrypter, il faut en parler et il faut finalement aussi convaincre l'opinion qu'il s'agit en effet d'une véritable menace sécuritaire, tout en essayant de faire au mieux pour que les gens ne cèdent pas à une forme de panique morale face à ce sujet. Et donc là encore, hiérarchisons ces différents phénomènes. Damien Leloup, vous disiez qu'une fausse une de journal ou une vidéo grossière, ça ne pouvait pas réellement faire basculer l'élection, mais l'objectif c'est quoi? Créer progressivement le doute, faire
Perdre confiance dans les médias ? Parce que c'est ce qu'on disait, il y a deux objectifs. Il y en a un qui est effectivement de créer de la confusion au maximum, puisque avant de dire que la Russie soutient tel candidat ou veut abattre tel candidat, l'objectif stratégique de la propagande russe depuis bientôt des décennies maintenant, c'est surtout d'affaiblir, de diviser et d'introduire le plus de méfiance envers la démocratie dans son modèle occidental possible. Donc ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'occuper le terrain. Quand on parle des opérations d'ingérence russe, en fait, les Russes donnent l'impression que les services de renseignement russes donnent l'impression que ce sont eux qui sont les maîtres du jeu, que ce sont eux qui conduisent ce qui se passe, qu'ils ont un réel pouvoir d'influence puissante dans les démocraties occidentales, parce qu'on parle beaucoup de la France. Les acteurs dont on a parlé mènent en ce moment aussi des campagnes un peu similaires. Alors, il n'y a pas les mêmes élections, mais en Allemagne. On le retrouve aussi dans d'autres pays, principalement européens et évidemment au Sahel. La France n'est pas la seule visée. La France n'est pas la seule visée. On retrouve le même type de candidats effectivement ciblés en Allemagne et dans la plupart des démocraties occidentales. Donc pour eux, c'est une stratégie aussi de long terme, qui n'est pas spécifiquement de peser sur cette élection-là, mais qui est aussi de s'imposer dans le débat public et de dire qu'ils sont un pays qui compte. Alors Viginum recommande aux candidats de ne pas communiquer sur certaines opérations afin de ne pas leur donner davantage de visibilité. Christine Dugouin-Clément, pourquoi est-ce qu'ils le font quand même ? C'est toujours une ligne de crête qui est relativement délicate, je pense, pour un candidat, d'en parler ou ne pas en parler. Alors il peut y avoir un intérêt aussi d'avoir quelque part de faire du bruit, c'est une forme de positionnement. Alors la victimisation peut jouer et puis en fonction de qui vous attaque, ça vous positionne aussi comme étant il se donne de l'importance, ça veut dire qu'on est important. Ça vous permet d'occuper un peu le débat, donc on peut avoir cette approche-là. On peut avoir aussi tout simplement l'approche de dire oui, mais il faut sensibiliser, donc il faut qu'on en parle, mais alors où est-ce que vous allez mettre le curseur ? Moi, je suis effectivement assez d'avis qu'il faut très, très clairement hiérarchiser. Déjà parce que si on commence à regarder la moindre petite opération, voire de qualité médiocre ou catastrophique, eh bien, finalement, vous n'aurez plus de débat démocratique, vous n'aurez plus de débat d'élection, vous n'allez passer votre temps qu'à parler de la moindre petite deepfake, fake news, du mouchoir, du coca. Voilà, vous allez en avoir de toute façon quasiment tous les jours, à un moment. Donc, si vous passez votre temps à faire de la débunkarisation, ou en tout cas à parler de votre sujet, vous ne parlerez plus des sujets de fond. Alors, si vous n'avez pas de fond, ça peut être un intérêt, me direz-vous. Mais vous allez passer votre temps à faire ça, tout en donnant un écho monstrueux et en permettant quelque part au Kremlin d'avoir une capacité de projection de puissance qui est colossale et de faire croire que quoi qu'il arrive, de toute façon, on va avoir la main du Kremlin derrière. Alors, c'est vrai qu'il tente beaucoup, ça coûte très peu cher, donc de toute façon, on peut le déployer de façon massive et puis on voit bien ce qui retombe derrière. Là encore, moi, ce qui me semble éminemment plus important et plus gênant, c'est ce qui se trame depuis une période extrêmement longue, parce que là, on a eu quelque part un travail sur les perceptions qui s'est enraciné, c'est d'arriver à expliquer et à faire la différence entre ce qui va être un média qui fait un travail de journalisme indépendant et un média d'opinion, voir à quel moment est-ce que l'on va arriver à avoir des Xena Fedorova qui pendant des mois, et là vous avez quelque chose de très 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 long, et qui ne va pas uniquement parler que de sujets qui intéressent directement la Russie, mais qui va aller sur tout ce qui permet d'aller faire de la polarisation, activer les dissensions entre différents groupes sociaux. On en revient là, si vous voulez. C'est vraiment casser cette espèce de lien que vous allez avoir de confiance ou au moins de pacte social entre un État, un organisme, une institution et chaque citoyen. Donc ça, on va l'avoir de toute façon. Donc à mon avis, l'enjeu, il est beaucoup plus là, et d'arriver à recréer un moyen, une forme de se réapproprier déjà une sphère informationnelle dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire faire de la censure, c'est pas ça, mais redonner des codes de lecture et arriver à avoir une forme de bouclier cognitif sur l'individu. Mais si on passe notre temps, et là, quelque part, on ferait le jeu de la Russie, si on passe tout notre temps à parler de toutes les micro-désinformations que l'on a, non seulement on se tue nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a plus de débat. D'ailleurs, oui, alors on peut les comptabiliser jusqu'à un certain point. Viginum, qui était évoqué, fait un travail de veille, donc voilà, on va avoir ce volet-là. Et puis après, vous pouvez redécliner dans toutes les micro-reprises qui peuvent être faites. Mais si vous voulez, l'enjeu, il est vraiment là, de savoir sur quoi on se concentre, dire à la limite, il y a des opérations de désinformation en cours, sans forcément leur donner un écho monstrueux, et garder à l'esprit que certaines de ces opérations, elles ne sont pas que numériques, et on va leur donner une reprise dans le monde physique pour justement leur donner du corps et leur donner de la crédibilité. Maxime Audinet, quand on parle d'ingérence russe, est-ce que c'est Poutine qui est directement aux commandes ?
Alors non, c'est plus, disons que c'est plus compliqué que ça. Il peut y avoir effectivement des acteurs qui sont, je dirais, financés, externalisés par ce qu'on appelle l'administration présidentielle, qui est la principale institution du Kremlin. Très concrètement, et ça on l'a bien documenté, on sait par exemple que l'opération qui est derrière l'opération Doppelganger, dont on n'a pas parlé d'ailleurs dans le cas des 3 candidats, est pilotée par une société de marketing numérique qui s'appelle la Social Design Agency et qui est directement financée par le Kremlin. Vous avez parlé tout à l'heure de Storm 1516, dont on sait qu'un des acteurs est un ancien shérif américain qui s'appelle John Mark Dougan, qui est loin d'ailleurs d'être un génie du mal, c'est plus un petit entrepreneur de désinformation complotiste qui sait parfaitement, en pilotant en fait quelques ordinateurs depuis chez lui, mener ce type de campagne qui lui coûte absolument rien et qui est probablement ravi en ce moment que nous soyons tous en train de parler de ce qu'il vient de faire. En tout cas, il y a un coût-bénéfice qui est sacrément de son côté quand on voit la couverture médiatique qu'il y a eu des opérations qu'il a pu mener. Je dis ça en riant, mais c'est vraiment important parce que les ingérences russes, c'est aussi un marché. C'est aussi, et il faut vraiment l'avoir en tête, c'est aussi un moyen pour de nombreux entrepreneurs de se faire beaucoup d'argent en ce moment en Russie, mais aussi en Israël, en Chine, très probablement dès maintenant aux États-Unis. Et donc, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Après, vous avez effectivement des médias d'État, des acteurs privés, des services de renseignement qui là sont évidemment directement liés à l'État et qui vont s'appuyer sur des proxys. Vous vous souvenez donc là encore de ce qui s'est passé avec les étoiles de David. Donc, cet écosystème d'influence informationnelle de la Russie, il est très complexe. Et effectivement, ça n'est pas Poutine qui, depuis son bureau, tire toutes les ficelles. Il s'est aussi délégué. Et puis, voilà, il y a des acteurs qui agissent de manière plus ou moins autonome. Souvenez-vous évidemment de Yevgeny Prigojine, le fondateur de Wagner, le fondateur aussi des fameuses usines à troll qui ont égrené maintenant partout à travers le monde. Vous avez des tas d'États qui ont repris ce modèle originel fondé par Yevgeny Prigojine. Yevgeny Prigojine, c'était quelqu'un, on le sait, qui ne dépendait pas directement de Poutine puisqu'il a fini par faire une rébellion armée contre le ministère de la Défense russe. Donc vous voyez qu'il y a aussi des phénomènes possibles, je dirais, d'autonomisation d'un certain nombre de ces acteurs. Damien Leloup, c'est quoi la solution face à toutes ces ingérences russes? Qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Alors, je pense que tout comme c'est important pour nous, médias, chercheurs, de bien hiérarchiser, c'est la même chose pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne sert à rien de perdre des heures, des milliers d'heures de travail pour les agents de Viginum et d'autres administrations à remonter la moindre micro-campagne de Storm 1516. Voilà, on sait que ça existe, on sait qui est aux commandes, on en est là. Par contre, il y a des opérations qui nécessitent des enquêtes importantes, qui sont plus discrètes, qui nécessitent qu'on mette les moyens au bon endroit. Et puis plus largement, il y a aussi un positionnement politico-diplomatique qui, moi, me semble assez important, qui commence à voir le jour en France, alors que ça n'a pas été le cas pendant longtemps, qui est de faire du name and shame, comme les Américains l'ont fait longtemps, c'est-à-dire de désigner les acteurs, de les placer sous sanction, de dire publiquement c'est telle unité de tel service de renseignement qui a mené telle campagne, on vous voit, on sait ce que vous faites et on va vous placer sous sanction. C'est très symbolique, ces agents ne sortent pas de Russie, mais quand même, ça fait quelque chose. Pour mémoire, on disait c'est difficile de comptabiliser ces opérations. Une manière de les comptabiliser de façon facile, c'est celles qui ont réussi. Il y en a eu 2 en 10 ans. Il y a eu les mains rouges et un peu ses suites, et il y a eu les Macron Leaks. Les Macron Leaks, il a fallu attendre 9 ans pour que la France dise publiquement qui était à l'origine. Je pense qu'on aurait gagné beaucoup de temps à le faire plus tôt.